Et je me dis, oh putain, il y a Canelo, c'est la première fois que je le voyais, tu vois. Et je me dis, pareil, il fait quelle taille, etc. Ouais. J'essaie vraiment de regarder. Et il se lève, il me regarde, et il me dit, putain, je me disais que je t'avais reconnu, et il me félicite de mon combat. Il me dit, ouais, très beau combat, etc. Donc c'est lui qui vient, c'est pas lui toi qui se lève. Ouais, c'est lui qui se lève pour me féliciter. C'est un truc de fou. À la salle, il y a des gens, ils me disent pas bonjour. Lui, s'est levé, il m'a dit bonjour. C'est un truc de fou. Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. The baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 310e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui a l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir l'homme qui a choqué le monde de la boxe en 2024. C'était mi-décembre, Monsieur Bruno Suras qui a infligé un KO tonitruant à Remy Munguia. C'était au Mexique chez la star mexicaine. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, il est de retour de Thaïlande et de ses vacances bien méritées. Toujours co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point de boxe anglaise. Sa série Baba versus sur YouTube et commentateur notamment des One Friday Fights pour nous à RMC. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut Bruno, salut tout le monde, ça va super. C'est pas le même temps qu'en Thaïlande quand même, non, juste il y a moins de 24 heures, hein, j'avais 30 degrés de plus, mais bon, quand on fait avec. Écoute, il faut bien retourner au charbon aussi en bas. Et on est ravis, je le disais, honoré vraiment de recevoir avec nous sur ce plateau Monsieur Bruno Suras, ancien champion de France des moyens, champion EBU Silver, donc au niveau européen aussi chez les poids moyens, numéro 6 box rec aujourd'hui chez les poids moyens après avoir battu Munguia. Comment ça va Bruno? Ça va nickel et vous? T'es redescendu un peu du nuage ou pas? Ouais, on est un gros mois après ta victoire, ton exploit. Ouais, non, franchement, redescendu, c'est cool et je suis content de venir en parler avec vous. Bah on va t'y faire remonter dans le nuage puisqu'on va tout reparler de cet exploit XXL réalisé par Bruno Suras au Mexique. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En 2024, dans la boxe, la célèbre citation de l'écrivain américain Mark Twain a été symbolisée par un homme, Bruno Suras. Envoyé au Mexique pour servir de victime annoncée à la star locale Remy Munguia, le Marseillais a choqué le monde mi-décembre en infligeant à l'ancien adversaire de Canelo un tonitruant KO devant 30 000 de ses fans dans un stade à Tijuana. De quoi remporter le trophée d'upset de l'année pour le magazine de référence de Ring et de quoi changer sa vie sur de nombreux plans. Comment a-t-il vécu cette aventure inoubliable? À quand la revanche contre Munguia? Quel objectif pour la suite de sa carrière? Le RMC Fighter Club reçoit Bruno Suras pour rendre hommage à sa victoire à jamais dans les mémoires et mieux découvrir l'homme derrière l'exploit. Il en croit pas ses yeux. Le regard était apeuré à la fin de la deuxième. Il l'arrête. Mais on n'a pas eu un exploit comme ça. On n'a pas eu un exploit comme ça en France depuis combien de temps? Mais non, j'y crois pas. Waouh! Et merci à Max Abolin pour cette petite prod. Ça fait les frissons toujours d'entendre ça quand même. C'est toujours quelque chose d'écouter ça, c'est clair. C'était les commentaires RMC Sport, puisqu'on a passé ton combat et ta victoire en direct. C'était dans la nuit du 14 au 15 décembre. Avec Babat, c'est souvent, on dit, nous, les commentateurs RMC Sport, on reconnaît la portée d'un exploit ou la beauté d'un KO au nombre de waouh qu'il lance, et tu vois, au nombre de phrases qui n'ont plus aucun sens, parce qu'ils sont juste. Là, on était pas mal. Dans le wow-mètre, Thomas, il est monté bien dans les tours et je crois que ça méritait. Hein. Ouais, Thomas et John, j'ai eu même du mal à les reconnaître, tu vois. Tellement ils étaient choqués, je pense, ils n'arrivaient pas à exprimer à quel point il était. Et là, de le réécouter, ça me fait rigoler, ouais, parce que quand tu connais John, là, tu comprends qu'il sait même pas quoi dire. Et toi et moi, on commente, Baba, tu vois. On le fait déjà, toi, plus régulièrement que moi, mais. En fait, ce genre de truc, c'est tellement dur à commenter parce que t'as pas les mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que t'as fait, en fait, Bruno. C'est la deuxième chose que je me suis dit, c'est que j'espère que je vais commenter un moment comme ça un jour, tu vois. Parce que quand tu les entends, tu dis, ouais, ça doit être incroyable, quoi. Ouais. Non, fou, les frissons directs, je pense, quand tu dois commenter ce genre de choses. On t'a déjà reçu au Super Moscato Show sur RMC, c'était la semaine dernière. Nous, on a fait des interviews avant le combat et après le combat, retrouvés sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. T'es passé chez Click, chez Canal, dans plein de médias, là, depuis ton retour en France. Déjà, tu t'attendais à vivre tout ça, tu t'attendais, tu vois, à ton retour, à ce qu'il y ait aussi cet engouement-là et que les gens aient envie de découvrir ton histoire et cet exploit? Non, pas du tout, parce que justement, quand je fais tout ça, je me dis, ok, c'est bien, c'est une vague qui va passer, parce qu'on fait quand même un sport plutôt confidentiel. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'engouement de gens qui sont extérieurs à tout ça. Ça a vraiment dépassé les frontières de la boxe, c'est vraiment du sport et il y a aussi une notion de patriotisme. Les gens sont contents, me disent, ouais, c'est bien un Français qui fait ça, etc. Ouais, t'as représenté le drapeau. Hein, et c'est clair. Et c'est resté même après, du coup, le fait de faire des médias aussi qui sont entre guillemets plus mainstream et qui sont pas de la boxe,
ça démocratise aussi la portée de cet exploit sportif. Ouais. Dans la rue, on en parlait un peu off avant l'émission, mais il y a un avant et un après. On reconnaît beaucoup plus Bruno Suras dans la rue là. Ouais, il y a un avant et un après. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'arrêtent pour prendre des photos. Je sens qu'on me reconnaît dans la rue. Donc il y a un avant et un après, mais ça va, je suis pas encore Madonna. Non, c'est la boxe, hein, Baba. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est pas non plus un sport qui sort de sa niche. C'est difficilement en tout cas. Pas facilement, mais en tout cas, là, on voit que ce combat, il a fait vraiment beaucoup de bruit et que beaucoup de gens en ont entendu parler, parce que plein de médias mainstream ont repris l'information, ont passé le chaos en boucle. Donc beaucoup de gens en France et dans le monde ont vu cette droite et c'est bien, ça fait plaisir de voir ça. T'es Marseillais, je l'ai dit dans l'intro, et tu représentes fièrement ta ville. On t'a vu à Tijuana, notamment pendant la pesée avec le maillot de l'OM directement sur les épaules. T'as été invité au Vélodrome là depuis que t'es revenu en France, en grande pompe. T'as préféré quoi, Bruno? Battre Munguia au Mexique ou être invité au Vélodrome en invité d'honneur? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma vie à moi n'a pas changé, ma perception des choses n'a pas changé, mais il se passe que des trucs incroyables dans ma vie depuis. Donc je vis normalement et je suis sur la pelouse du Vélodrome, je suis invité par les winners au stade. Enfin, il m'arrive une succession de trucs fantastiques. Donc je prends tout ça, je me dis écoute, demain c'est fini, mais je prends tout ça et c'est un truc de fou. Ouais. C'est le meilleur truc qui est le truc le plus sympa qui te soit arrivé là depuis le retour, c'est ça? C'est le Vélodrome quand même? Non, c'est Ring Magazine. C'est Ring Magazine. Très bien, ça va nous permettre d'embrayer direct puisque c'était juste après dans mon conducteur. On l'a dit dans l'intro aussi, Baba. Upset of the year. Donc on va dire quoi? On le traduit surprise de l'année. Surprise de l'année, tout simplement. Choc de l'année. Pour le magazine The Ring, le grand magazine de référence qui a plus de 100 ans d'existence, qui a été repris par Turquie Al-Sheikh et l'Arabie Saoudite, donc qui en plus on fait ça en grande pompe à Londres, dans un très bel endroit quand on voulait. C'est rare qu'un Français ait un trophée de The Ring, puisque tous les ans ils donnent leurs awards de l'année. Ils sont un peu plus prestigieux que les awards du Fighter Club, Baba. C'est malheureux. Un jour ça viendra. On y viendra. Mais c'est un exploit XXL d'avoir un award comme ça de ce magazine-là, Baba. C'est un truc de malade. Je sais même pas comment te le dire autrement. D'avoir un trophée Ring Magazine, quand on connaît l'histoire de ce magazine, quand on connaît l'importance pour la boxe, les noms attachés à des trophées Ring Magazine ou des ceintures de Ring, je pense que Bruno il le sait, mais c'est vraiment un truc de fou. Là tu sais que ton nom il est gravé dans l'histoire à jamais, quoi. À jamais. On va regarder dans 40 ans, il y aura écrit Bruno Suras. Il y avait un autre upset de l'année française, c'était en 89, c'était René Jacot contre Don Curry, donc les connaisseurs de boxe savent de quel exploit on parle aussi, et ça te fait rentrer dans un cercle très 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 fermé. Quand t'as réalisé que t'allais l'avoir, tu l'as su avant la soirée? Tu savais que c'était toi qui allais le gagner avant? Non. Je sais que j'étais invité, après je me doutais qu'ils allaient pas inviter tous les nominés. Mais ça fait toujours un truc, tu sais, t'es à table et en gros le premier trophée c'est KO de l'année. Donc on parle de moi de KO de l'année, c'est un truc de fou. Ouais, t'étais dans les nominés. KO de l'année, du coup ma vidéo elle passe, tu vois. Je passe avec Gervonta, Daniel Dubois, tout ça. C'est un très gros KO quand même. Je passe avec des gros frappeurs, tu vois. Je me dis, là on est dans ce truc là, tu vois. Donc quand il m'appelle pour l'upset de l'année, je me lève, j'ai tout le monde qui me félicite, etc. C'est vraiment un truc de fou. Mais ouais, t'étais pas surpris de le gagner? Nous on s'est dit quand on a fait t'étais pas avec moi pour faire les Award Box, mais tu m'as donné je l'ai fait, voilà, tes gagnants. Je crois que celle où il y a eu le moins de doute, tu vois, quand j'ai préparé l'émission Awards, l'upset de l'année ça a duré 2 secondes. C'est Bruno, c'est tout. Il y a même pas d'autres candidats en fait à ce niveau-là. Donc tu t'y attendais quand même? Upset de l'année, je m'y attendais. Upset de l'année, je m'y attendais. On s'est amusé le lendemain du combat à regarder les upsets sur les années précédentes. Et généralement, c'est des numéros 5 pas attendus contre des numéros 1, tu vois. Et nous, ça va, on a mis l'écart, on était 55. Donc, Mais quand on a fait l'émission où on parlait après ta victoire, moi je l'avais dit à Baba, j'ai repris la liste des upsets de l'année jusqu'à 70 ou quoi. Il n'y en a pas un qui était plus gros. Il y en a pas. Tu vois, et c'est dur quand on fait cet exercice-là de ne pas être trop chauvin, tu vois. Surtout qu'on s'était parlé avant et tout, tu vois, donc on avait établi une connexion. Mais factuellement, on regardait, on est remonté super loin et il n'y avait rien d'aussi retentissant que ça, tu vois, depuis des années et des années. Donc il y avait zéro doute. Dès l'instant où il faisait un trophée, moi j'avais aucun doute que c'est toi qui l'aurais. Parce qu'en fait, tous les upsets de l'année avant, comme tu dis, les mecs sont quand même classés mondialement, tu vois, souvent dans le top 10, même si c'est vers la fin, ou dans le top 15, enfin tu vois. Ouais, c'est surprenant. Mais il y a une logique sportive presque à ce que le mec ait affronté l'autre. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens, cet upset-là. Parce que l'idée, t'étais arrivé en victime quand même, aux yeux des Mexicains en tout cas. On va rester sur cette soirée parce que c'est intéressant. On a plein de petites questions marrantes. C'est clair. Je vais commencer. Ceux qui t'ont suivi depuis cette victoire sur Munguia l'ont vu passer. La photo.
iconique. Turki Al Alchik, le Saoudien, adore faire C'est des vrai. superbes photos quand Des il photos de réunit. classe. Quand il y a beaucoup de grands boxeurs réunis dans un de ces événements, il adore faire la grande photo où il est au milieu et ils sont tous derrière. Et là, quand on regarde, il y avait du monde de partout, Canelo, les Eddie Hearn, enfin, des Tout le promoteurs, monde des était là. boxeurs, les Lennox Lewis, les machins. Et juste à côté d'Eddie Hearn, au milieu de cette photo, Bruno Suras. Quand t'as vécu la photo, à quel moment t'as compris que vous alliez faire cette photo et que t'allais être mis en plein centre avec tout le monde? En fait, Comment on tu est- peux nous raconter ça? On est tous à table, on mange déjà, c'est des tables de fou. Il n'y a que des gros noms partout. Et il y a une dame qui vient nous expliquer qu'on va faire une photo, etc. Tu vois. Donc elle nous place un petit peu tous. Elle nous place et il y a 15 photographes, un flash qui fait 6 mètres. Et du coup, on comprend qu'on va faire une grosse photo de classe. Dès que j'ai vu la photo de passer, j'ai dit ok, qu'elle soit cadrée. Ça peut m'arriver n'importe quoi, j'ai cette photo. Et ouais. c'est que des mecs que t'admirais, qui étaient autour, enfin, tu vois. En fait, Ouais. c'est que des mecs que je regardais, c'est que des mecs que j'admirais. Et ce que je trouvais fou, c'est que moi, tu sais, je vais les voir, c'est plein d'admiration. Et ces mecs-là me connaissent et me félicitent, tu vois. Ouais. Par exemple, je vais voir, il y a Daniel Dubois, je peux l'appeler Daniel maintenant. Le poids lourd, champion IBF Je dis actuellement. Daniel, félicitations, parce qu'il gagne le KO de l'année juste avant moi. Et je lui dis, je peux faire une photo. Il me dit, toi, félicitations. Et après, on a pris une photo, on a parlé un petit peu. Et en fait, toutes ces références-là, elles te connaissent, elles ont vu ton nom. Et pas tout le monde a eu un trophée ce soir-là. Il y avait des dizaines de boxeurs. Donc tout le monde m'a vu prendre le trophée. C'est un truc de fou. Mais quand tu arrives, tu sais que tu dois aller là-bas et que tu arrives, tu rencontres tous ces mecs-là, tu sais que tu vas les voir, que tu vas être à table avec certains. Est-ce qu'au début, quand tu arrives, tu as un petit syndrome de l'imposteur? En fait, comme je disais, j'arrive pas à incarner ce que ça représente. Ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, sportivement, ok, c'est fait. Mais je me dis pas, putain, je suis à cette table-là, il y a ces mecs-là, tu vois. Donc, c'est vrai que je me sens petit à côté d'eux, tu vois. Et je me dis, wow, ils me connaissent et j'ose même pas dire, ouais, enfin, tu sais, écarter les coudes à la table et dire, ouais, c'est moi qui ai eu le trophée, pousse-toi, c'est à moi de passer, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui enfin, il pourrait y avoir des comportements différents. Tu t'imagines bien qu'il y a certains boxeurs qui auraient fait ce que tu as fait, ils seraient pas arrivés avec le même état d'esprit dans cette soirée-là, tu vois. Ça aurait été costard plus pétant, regardez-moi, je suis là, et tu sais, d'essayer de capitaliser au maximum sur ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais, carrément. Ça t'a jamais traversé l'esprit, ça? Non, parce que en fait, comme avant le combat, tu vois, ce que je te disais, c'est que de profiter vraiment de chaque étape de ce qui se passe. Et là, je me dis, ok, je vais profiter, je vais pas surenchérir sur ce qui se passe, c'est déjà un truc de fou. Donc, je vais vraiment profiter et être en phase avec moi-même, tu vois, plutôt que de bomber, faire x2. Profiter, c'est déjà fou. Ouais. Tu disais que les gens étaient venus te dire bravo, félicitations. Turki, Al Alchik, désormais l'homme central au milieu de la boxe mondiale. Enfin, on va pas se mentir, là, depuis 2 ans, c'est le rôle qu'il prend. Il est venu te voir. Bah, du Il coup, te connaît. il connaît mon nom du coup, mais c'est vrai qu'il y avait une table XXL où tu avais Canelo, Ryan Garcia, etc. Tu vois. Donc quand Canelo vient me saluer, parce qu'il vient me saluer. Ouais, on va montrer ça. À du coup, je suis à cette table avec. Je suis à cette table avec lui et il me salue également. Mais tu comprends dans cette soirée que tout le monde vient le voir. Tu vois, tout le monde vient réclamer son argent, tout gravite autour de. C'est lui, le miel et les abeilles viennent dessus. Tout gravite autour de lui. C'est vraiment. Et t'as pas, parce que tu vois, un peu rebondir ce que disait Baba, mais t'as pas. Quand tu le rencontres, tu te dis pas essayer de se placer parce que bon, tu vois. lui, on va dire que quand il ouvre les cordons de la bourse, ça change un peu ta vie, tu vois, Bruno, quoi. C'est vrai. Mais en fait, tu sais, c'est comme une soirée de networking. Tu sais que tu vas tourner, donc je me dis, je vais pas être le plus un qui va essayer de lui dire salut, ça va. Donc restons courtois, je l'ai salué et j'ai profité ailleurs avec ce qu'il y avait, quoi. Tu as évoqué la rencontre avec Canelo aussi. Raconte-nous, tu vas nous montrer la vidéo, on va essayer de la montrer à l'écran à nos auditeurs et spectateurs de YouTube, mais raconte-nous ça. Bah déjà, en fait, on arrive et on traverse un tapis rouge et tu regardes à gauche, à droite, il y a des champions partout. Donc, moi, je suis là, j'essaie de trouver, il y a lui. Et il y a une table assez mystique où tu as Canelo, Ryan Garcia, Eddie Reynoso et tu as ce fameux Turki. Donc j'essaie de regarder les noms qu'il y a. Je crois qu'il y a Roberto Duran sur la table aussi. Il y a Roberto Duran aussi. Ouais. Belle table quand même. Hein. Je regarde et je me dis, oh putain, il y a Canelo, c'est la première fois que je le voyais, tu vois. Et je me dis, pareil, quelle taille, etc. J'essaie vraiment de regarder. Et il se lève, il me regarde, il me dit, putain, je me disais que je t'avais reconnu. Et il me félicite de mon combat. Il me dit, ouais, très beau combat, etc.
Donc c'est lui qui vient, c'est pas lui toi qui se lève. Ouais, c'est lui qui se lève pour me féliciter. C'est un truc de fou. À la salle, il y a des gens, ils me disent pas bonjour. Lui, s'est levé, il m'a dit bonjour. C'est un truc de fou. C'est irréel ce qu'il raconte. C'est incroyable parce que c'est marrant parce que juste après le combat, en plus, il y a plein de gens qui ont direct commencé à parler de Canelo, tu vois, en rigolant un petit peu. Ça. Il y a eu un côté humoristique de se dire, t'as l'agent de Canelo qui est déjà en train de contacter la team de Bruno parce que voilà, c'est le genre de combat où forcément derrière tu peux gagner un gros combat. Donc c'est vrai que d'avoir cette anecdote là, tu vois, c'est sympa à tous les niveaux parce que on sait que Canelo il a dû entendre tous ces bruits là, ça a dû probablement faire rigoler, mais aussi le fait que voilà qu'il vienne donner du respect, ça reste la boxe, c'est en ça que ce sport est exceptionnel tout simplement. C'est que ce que Bruno a fait c'est exceptionnel, il y a rien à dire, mais une fois que tu arrives avec tous ces gars là, tout ce que tu nous racontes là depuis 10 minutes c'est de dire en fait pour tous ces gars là t'es un mec de la bande en fait, t'es un mec de la bande, t'as fait un truc et puis c'est tout, il n'y a pas besoin de, tu vois, et ça c'est vraiment super. Et ce côté, t'as raison, la famille de la boxe aussi. C'est ça. Et puis on va rester factuel, Canelo il l'avait affronté 8 mois avant toi et il l'a pas mis KO sur 12 rounds, il a fait 12 rounds avec Munguia. Il y en a un qui l'a descendu, c'est quand même Bruno. Une autre anecdote, t'as autre chose sur cette soirée The Ring, quelque chose qui t'a marqué, une rencontre, tu vois, quelqu'un que tu voulais absolument, à qui tu voulais absolument dire bonjour ou quoi que ce soit? Déjà j'arrive à l'hôtel et juste à l'hôtel, tu vois, t'as Devin Haney, son père et Amir Khan, tu vois. Okay. Donc c'est les premières têtes que je vois et je descends du bus et je suis avec mon ami Adèle et je dis waouh, il y a Devin Haney en bas et tout. Et je me retourne, je le vois et je vois Devin Haney qui dit à son père c'est Bruno Suras. Dinguerie. Je vais lui dire. En fait, si on interrogeait les mecs autour de cette table au lieu de Bruno aujourd'hui, ils disaient mais les gars, la semaine dernière, j'ai rencontré Bruno Suras, les gars. Je pense que franchement, c'est super rafraîchissant ce qu'on entend depuis tout à l'heure parce que je crois que c'est des mecs qui étaient aussi contents de te rencontrer que toi, tu étais content de les rencontrer, tu vois. Il y avait vraiment un échange réciproque. C'est pas juste les mecs qui t'ont regardé un peu de loin en mode bon, vas-y, tu vois, il a eu un petit lucky punch, c'est pour ça qu'il est là. C'est ça. Non, c'est vraiment, de toute façon, t'es un boxeur comme n'importe qui dans la salle et puis en plus, t'as fait une dinguerie donc c'est normal que tu sois là. Il y a pas de galère. C'est un truc de fou. J'ai fait un sauna avec Teofimo Lopez. Dingue. Tranquille. Comme ça, vous êtes retrouvés en même temps dans le sauna en Pépère. Je rentre, je le vois. Et tu sais, il est un peu dans son monde. Il est en train de faire du yoga dans le sauna et on parle et il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. En fait, le truc qui me choque, c'est que tous ces mecs-là qui sont des stars sont vraiment des gens humains, tu vois. Ils sont humains à fond, ils sont très sympas. Ils te mettent pas de côté, tu vois. Ils te mettent pas de côté, ils sont pas dans ce truc de moi je cherche la lumière, du coup je te pousse. Tout le monde est sympa et cool. Tu vois que c'est un écosystème de passionnés. C'est vraiment cette famille vraiment. Et puis ça confirme ce qu'on sait aussi, Baba, mais c'est des amoureux de boxe, les boxeurs. Bien sûr. À 99%, c'est des vrais amoureux de boxe et donc ils ont tous vu tout le monde a regardé ce combat-là, ils ont tous vu ce KO-là. Ils sont tous marqués par ça. Avant qu'on passe à autre chose, balance la vidéo, on va essayer de la montrer au public. Donc Monsieur Bruno Suras qui rencontre Canelo, normalement ça va marcher, on a fait un peu le test tout à l'heure, attends je la remets à 0, vous allez la voir à l'écran si je parle normalement, et pour une fois voilà, que je dis ça, la caméra elle vient pas sur moi, je continue de parler, je pense que la caméra va se caler sur moi à un moment, non ça ne va pas marcher, je fais chou blanc totalement dans cet essai. Je vous assure que ça va marcher. Techniquement on a fait un essai avant l'émission, ça a marché, je suis dégoûté. Ça y est, je l'ai, donc vous avez Canelo qui vient dire bonjour et rencontrer Bruno Suras, la vraie star de cette soirée, elle était là, c'était pas Canelo. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement des aventures qu'il vous raconte, c'est réel, c'est concret, on vient de le voir. Merci Bruno pour cette petite vidéo, celle-là tu vas la garder longtemps dans la pellicule de le... J'ai une pellicule avec des photos de tout le monde, j'ai une pellicule de fans, je peux pas tout balancer parce que ça fait fan, mais j'ai tous les mecs qui avaient toutes les têtes, je les ai dans la pellicule. Et bien sûr, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast audio, allez sur YouTube pour voir cette petite séquence puisque vous n'avez pas pu la voir, c'est logique, puisqu'on est à l'audio. Juste, je voulais quand même refaire on va pas refaire tout ton combat, comme j'ai dit, il y a plusieurs interviews, notamment chez nous, qu'on peut retrouver où on va plus en profondeur. Mais je voulais replonger un tout petit peu dans ce chaos, Baba, si ça te va. Parce qu'il y a ce truc, tu nous l'as dit dans l'interview que tu as fait après, on le savait qu'il était ouvert, Munguia. Quand il sort de ses attaques, notamment, il baisse souvent ce bras gauche, et on savait qu'il y avait cette opportunité-là. D'ailleurs, avant que tu mettes le KO, il y en a une ou deux qui passent dans le combat, exactement les mêmes qui passent, et on sent qu'il y a une ouverture là-dessus. Tout était travaillé. Enfin, en fait, t'étais pas surpris quand ça s'est passé parce que c'était vraiment le plan que vous aviez en tête. Du coup, ce que je te disais avant, c'est qu'il y a un monde où il fait pas les efforts défensifs et il est un peu négligent. Peut-être d'orgueil, mais il est négligent défensivement. Il y a ce down au deuxième, et il se dit c'est bon, j'ai le temps, tranquille, je vais dérouler, ça va bien se passer. Et moi, je vois à partir du quatrième que quand je touche, j'arrive
à le faire un petit peu vaciller. Donc je me dis, ok, c'est bon, il y a la place, je gagnerai pas au point, mais il y a la place de faire. Et ce qui me met, ça fait mal, mais ça va, je vais pas mourir s'il me met un coup. Donc il y a la place, et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à être très efficace derrière lui, parce que c'est là où il fait cette erreur. Et on le cherche notamment pas mal de fois après son attaque à droite, il a la main basse à fond, donc c'est du go. Tu dis, je sais qu'il y a un peu la place de faire des choses, mais que je gagnerai pas au point. Dans ta tête, tu sais que je gagnerai pas au point. De toute façon, si je dois gagner, il faut que je le mette KO. Ouais. Ouais. En fait, dans ma tête, moi, comme je te disais avant, le but c'était c'est juste une fabuleuse exposition. Il y a toutes les caméras du monde. Moi, le but c'est de montrer que je suis bon. C'était mon but. Je dois montrer que je suis bon, et je sais que je gagnerai pas au point. Je gagnerai pas au point, c'est écrit dans le marbre. Je gagnerai pas au point, je le sais. Donc le but c'est de montrer des belles choses, et je sais que par ce biais-là, il y avait la place de faire pas mal de choses. En vrai, c'est pas faux ce qu'il dit. On en avait parlé avec Bruno avant le combat. Même en perdant, s'il avait montré, tu vois, un beau visage et mis en difficulté Munguia, tu te faisais déjà un nom. Oui, bien sûr. Là, en fait, c'est la cerise ultime sur le gâteau, le fait de le mettre KO. Parfait. Parce que tu passes de je me fais un nom à mon nom, il explose totalement. Bah, c'est parfait. En fait, si tu veux, quand on parlait avec les gens avant le combat, et j'ai eu pas mal de gens qui me demandaient, tu vois, mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer ? Je vais pas te mentir, je vais pas venir te faire le voyant. Oui, c'est compliqué. Il part avec plusieurs longueurs de retard, surtout avec le délai de prévenance, etc. Donc maintenant, le but, c'est d'avoir une belle exposition dans un lieu mythique de la boxe, en plus, avec des personnages mythiques de la boxe. En plus, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose en face au moment où tu fais le combat. Il n'y a pas de gros combat, je crois, aux States. Non, en termes d'exposition, c'est plutôt bien, tu vois, tu sais que tout le monde va regarder, parce qu'il n'y a que ça à regarder. C'était sur le réseau ESPN. Voilà, tu vois, donc c'était vraiment. Pour moi, le but, il était là. Et quand tu le dis en interview à Alex, je dis, bah, de toute façon, Alex me l'avait dit avant, parce qu'il avait déjà beaucoup échangé avec toi. Et moi, j'échange avec des amis communs, notamment Shakib. Et donc, on en avait pas mal parlé aussi. Et on se disait, ouais, de toute façon, il y a une exposition à faire. Bon, Shakib, lui, il y croyait dès le départ. Si tu le sais pas, je te le dis moi. Lui, il y croyait dès le départ, dès la première seconde. Et c'est incroyable. Ah, c'est beau. Quand ça arrive, son premier message, moi, il me dit, il va le faire, t'inquiète pas. C'est son premier message qui m'envoie. Donc, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui dans cette émission. Mais ouais, c'est vrai que le but, c'était de prendre l'exposition, parce qu'on n'a pas toujours malheureusement, les boxeurs français, ils n'ont pas ces opportunités-là. Donc, d'avoir cette opportunité, déjà, c'est génial. De pouvoir se montrer, c'est génial. Puis après, quand on a l'issue que ça a eu, bah, c'est parfait, c'est génial. Alors, il y avait des petites anecdotes post-combat. Dans l'interview qu'on a fait, tu nous as raconté cette rencontre avec Chavez, notamment. Enfin, voilà, ce qui est pareil. Bah ouais, c'est un énorme nom de la boxe qui te félicite au bord du ring, dans le stade. Aussi. Ouais, ça, pareil, tu la garderas longtemps sur la pellicule, c'est clair. Et j'entendais, je crois que c'est dans le clip que tu as raconté ça, qu'un fan, dans le public, tente de te mettre une droite. Ouais, mon ami. Parce qu'on sait que le public mexicain est chaud. Est-ce que tu peux me raconter ça ? J'ai trouvé ça dingue quand j'ai entendu cette anecdote. C'est que le public mexicain, je m'attendais à du chauvinisme à outrance. Pas du tout. C'est des amoureux de sport et en plus de boxe. Donc la plupart du public a été vraiment, vraiment cool. Et je rentre, tu vois, je passe par l'espèce de ring walk, je rentre. Plus près du micro, si tu peux. Comme ça. Ouais. Et du coup, il y a plein de. Je check des mains, tu vois. J'ai vu des mecs à la télé checker des mains, je check des mains, je m'en fous, je check des mains et tout. Et il y a un mec qui me met une droite. Je me dis, non, c'est pas fait exprès, c'est pas possible. Donc je reste, je me dis, et je vois qu'il réessaye de me mettre une droite. Et là, j'ai compris qu'il voulait me mettre une droite. Du coup, le mec de la sécu me pousse, il me dit, allez, tracé. Et on est resté 40 minutes dans le vestiaire. Ouais. On est resté 40-45 minutes dans le vestiaire. Attendez, c'est chaud un petit peu avant de sortir, etc. Donc, mais dans l'ensemble, globalement, c'est bien passé. Mais quand même, on t'a dit. Oui, on nous a tiré des verres, etc. Mais je sais pas, c'est un public populaire, donc c'était ok pour moi, tu vois. Puis tu viens d'une ville populaire. Oui, exactement, donc ça m'a pas tant choqué que ça. Pas, ouais. Non. tu connais l'histoire. Ça va. Non, mais c'est vrai que en fait, moi, quand il l'a raconté, je me suis presque dit, quand même, en fait, c'est les Mexicains, quoi. Je me disais bien, il y en a bien un qui a fait une dinguerie, tu vois. Parce que c'est vrai que ce que dit Bruno, tu le vois, hein, tu le ressens juste après le KO, bah, le public, il est pas en mode. C'est pas la clim, comme on dit. Ouais. Tu vois, plus personne parle ou quoi. Non, au contraire. T'entends des hurrahs, t'entends des choses, t'entends que ça crie, t'entends que. Tu vois des gens qui applaudissent. Ouais. Donc tu dis. Mais après, je suis pas trop surpris. Pour le Mexique, on dit tout le temps pays de sport, la France c'est pas un pays de sport. Bah moi c'est comme ça que je mesure. N'en déplaise à notre ami comique, je sais plus comment il s'appelle. Il y a plein, je peux te donner 1000 raisons pour lesquelles on n'est pas vraiment un pays de sport. Et quand tu vois ça, par exemple, tu le comprends assez largement, tu vois. Et tu vois les réactions, tu vois que ça félicite assez rapidement. Chavez, c'est un des premiers à se lever. Ouais. Tu vois avec son casque qui se lève tout de suite, tu dis. Ah ouais, tiens, ça c'est un truc de ouf. Donc, c'est marrant, t'as raison, parce que cette image de Chavez, moi je l'ai vue, tu te rends compte qu'en fait, plutôt que d'être en mode
oh notre gars s'est fait éteindre, Ouais. il est en mode incroyable ce qu'a fait. C'est Bruno. ça, ils switchent Tu vois. tout de suite sur Bruno tous en fait. Et Ouais. moi je trouve ça super respectable. Ouais. Ce qui était très marrant aussi dans tes dernières semaines, là, depuis la victoire, c'est que tu dis, t'as raconté plusieurs fois, on était accueillis, notre vestiaire c'était une douche par Une exemple. douche. Ouais. Et en fait, quand j'étais avant le combat, Mhm. t'es vachement en mode, si on revoit l'interview, t'es vachement. Putain, on est super bien accueillis, ils nous ont mis super bien les Mexicains. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que t'étais tellement dans ton rêve que tu as mis du temps à te dire, en fait, ils nous ont quand même mis un peu un traquenard. Bah, si tu regardes, tu prends le temps après cette semaine, tu sais, tu vois à chaque fois qu'on a une intervention avec tel ou tel média, tu vois, entraînement public, ils nous font arriver 2 heures avant, ils nous font galérer pour aller s'entraîner au niveau des voitures. Pareil, la pesée, on arrive 2 heures avant, ça veut dire qu'on attend 2 heures, j'entends son orchestre pendant 2 heures, je suis comme ça, bon, un peu long. Le vestiaire, pareil, on est dans une douche, donc c'est-à-dire que les boxeurs de la sous-carte ont un meilleur vestiaire que moi, Ouais. parce que je les vois, parce que je traverse la douche, donc je les vois. Et on attend dehors 20 minutes. Ouais, c'est... Le stade était froid, on attend 20 minutes Ah dehors. ouais, quand même, ouais. Oui, parce que c'était dans un stade ouvert. Ouais, Donc, exactement, ouais. En extérieur. Donc, ouais, tu sens, c'est la boxe, Baba. Mhm. Mais toujours, quand on se déplace, Non, c'est les comme ça. petits ouais. détails qui sont que des petits détails en fait, Ouais. mais qui cumulés plus cumulés Ouais. plus cumulés, te font dire ouais, on n'est pas, on est dans une sorte de traquenard. Quand Ouais, même. mais tu sais, c'est marrant parce que ce qui est bien dans la boxe, c'est ça. Et pour avoir beaucoup aussi emmené des boxeurs à l'extérieur, ça te donne toujours une idée de la confiance de la personne qui te reçoit, tu vois. Mm. Et quand on essaie de pas te mettre dans les meilleures conditions, c'est que déjà, Ouais, on est pas- on n'est pas super confiant, tu vois. Mm. Si t'es confiant, si t'es Munguia, le super champion et tout, non, tu le mets bien, le gars, parce que de toute façon, Mm. c'est un showcase et tu sais que tu vas gagner. Mm. Mais lui-même, je pense qu'il était déjà pas tranquille et je sais pas dans quelle mesure Munguia a la main sur les choix lui-même de ses adversaires. Je pense que c'est son promoteur et qu'il connaissait pas du tout Bruno, mais pas Ils du ont tout. pas regardé. Et Ouais, qu'il a, ouais. voilà, j'allais dire, je pense qu'il a regardé 0 secondes du combat. Lui, il est simplement venu le jour du combat. En fait, il a mis son short et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. On va aller sur la suite et la revanche notamment. Mhm. Par exemple là, pour rebondir sur ce que disait Baba et que tu confirmais, tu penses que le Munguia de la revanche sera beaucoup plus préparé à Bruno Suras? Bah, il sera préparé par rapport à moi déjà, et je pense qu'il va enlever toutes ses erreurs. Il va me considérer dans la revanche, donc ce sera pas le même du tout. Mais comme je dis, moi non plus, j'arrive avec des certitudes. J'ai plus ce complexe là, j'arrive avec des certitudes. J'ai un ascendant psychologique sur lui parce que psychologiquement, bien ce sûr, qu'il a c'est vécu évident. chez lui, c'est quand même assez fort, tu vois. Donc tous les deux, on arrive avec des armes différentes, et je pense que le combat va être intéressant. Cette notion de confiance dont tu parles Bruno, qui est importante Baba, on l'a dans ces sports de combat, plus tu accumules les victoires, les belles victoires, plus elles montent et plus tu arrives dans le ring ou dans la cage et tes épaules, elles sont plus gonflées qu'avant. Tu le ressens un peu dans ta tête, tu vois, tu sens qu'il y a quand même un avant et un après et que tu as pris une... Ouais, sportivement, Voilà, cette forme d'assurance tu te sportive. sens meilleur. Tu te sens meilleur parce que je sais que je peux, tu vois, je sais que je peux faire mal, je sais que je peux être pertinent dans un timing, je sais que j'ai été sur ce ring-là, donc je me sens franchement meilleur, tu vois. Et vu que c'est une dualité, c'est un balancier, donc si moi je suis plus en confiance, je monte, lui descend, tu vois. Ouais. Donc ça me permet d'avoir une certaine assurance, de tenter des trucs, d'être à l'aise sur le ring, et du coup ça se ressent sur ton niveau de boxe. Ouais. C'est marrant Baba ce qu'il dit. C'est plus je crois que je peux. C'est je sais que je peux. Ouais, bien sûr. Bah ouais, là, de toute façon, tu as enregistré certaines choses. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Mm. Et voilà, il y a un combattant qui est venu, qui a gagné, non seulement qui a gagné le combat par KO, mais qui en plus, au-delà du knockdown du deuxième round, derrière, défensivement, c'était intéressant. Il frappait. Moi, ce que j'ai ressenti derrière la télé, c'est ce que tu nous as dit en début d'émission, c'est que certes, il tapait fort, mais toi, c'était pas des coups qui allaient te tuer, en tout cas, c'est pas ce que tu ressentais. Et c'est ce qu'on voyait aussi, hein, plus le combat progressait, et plus on se dit, mais en fin de compte, il arrive pas à lui faire mal, tu vois. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc, c'est aussi Munguia, il en a conscience, il sera mieux préparé, de toute façon, c'est sûr et certain. Il sera mieux préparé physiquement, il essaiera de se préparer mentalement du mieux possible, en tout cas. Et ça va passer par l'étude de Bruno, tout simplement. Là, il va regarder les combats. Si c'est pas déjà fait, je pense que c'est même déjà fait. Et il a dû le revoir le combat 1000 fois parce que le défaut, il n'y a pas besoin d'analyse. Quand on a fait l'analyse du combat, toi et moi, ça a duré 20 secondes parce qu'il n'y a pas besoin d'analyser. C'est assez rapide, ouais. Voilà, il baisse la main plusieurs fois et on le voit une trentaine de secondes avant où tu capitalises pas, mais on voit que tu vois. Et juste derrière, tu revois la même ouverture. Cette fois-ci, tu vas direct. Donc, lui, il sait qu'il aura pas le droit de faire cette erreur-là, mais du coup, tu vas le pousser à en faire d'autres et ça va être intéressant. En fait, il le fait tout le temps, ce truc de baisser la main. Enfin, tu vois, quand tu revois les combats, et même, je l'ai pas revu en entier, mais j'ai été revoir quelques rounds de Canelo. Il le fait contre Canelo, et Canelo en profite pas beaucoup pour le coup, tu vois. Mais en fait, tu sais, vu que tu as ce complexe de mec qui passe à la télé, tu te dis, waouh, c'est très fort. Mais en fait, tu captes que
il vient, il se pose, il frappe. Ouais. Ça passe ou ça passe pas. Ouais. Et il répète l'action en fait à chaque fois. Il vient, il se pose, il frappe. Donc, avec des bons gants, avec une belle exposition, tu comprends pourquoi il a ce pourcentage-là de KO, parce qu'il vient, il se pose, il frappe, et c'est le choix des adversaires, tu vois. Même si c'est des mecs de renom, c'est des mecs qui acceptent ce rapport de force. Ouais. Donc c'est pour ça que ça casse à chaque fois. Mais toi, il t'a pas fait mal, tu le disais. Enfin, les coups, tu vas au sol au deuxième, mais t'as jamais eu l'impression qu'il frappait, toi. Ouais, mais après je trop fort. me mets en sécurité aussi. Je tape pas en même temps. Je me mets en sécurité. Donc il y a ça aussi, et j'accepte pas tout le temps, tu vois. J'essaie de le faire courir un petit peu. Je l'arrête. Quand je l'arrête, j'essaie de repartir. J'accepte pas tout le temps, mais si on lui a mis 30 Mexicains avant qui viennent, se posent, frappent, je comprends pourquoi il y a 30 KO, tu vois. Ouais, bien sûr, les styles aussi font les combats et les Exactement. adversaires. Mais c'est intéressant le débat que tu viens d'ouvrir aussi en disant, c'est pas parce qu'on passe à la télé, tu vois, et qu'on est star parce que j'ai eu des débats après ta victoire, je trouvais hyper intéressant, où des fois on se disait, mais en fait, est-ce qu'on est sûr qu'un Munguia vaut moins qu'un Suras, tu vois? C'est-à-dire que sur le papier, on le voit parce que nous, on connaît Munguia, on l'a vu dans des gros combats, et sa carrière a été fait en sorte qu'il soit très mis en avant. Mais je sais pas si tu vois ce que je vais dire, Baba. Est-ce qu'il n'y a pas des boxeurs parfois qui sont dans l'ombre et qui sont en fait meilleurs que les mecs qui sont dans la lumière? C'est juste qu'ils n'ont pas le bon entourage, le bon promoteur, la bonne façon de vendre leur carrière. Je vais te dire un truc qui est peut-être un peu abusé parce que je peux pas te le quantifier, mais il y en a plein. Ouais, je pense aussi. En fait, je pense aussi. Ouais. Il y en a énormément qui n'ont pas et n'auront jamais l'opportunité de briller au plus haut niveau. Tout simplement. Une carrière de boxe professionnelle, c'est des opportunités avant tout. Et je parle pas que des opportunités d'adversaires. C'est des opportunités promotionnelles, c'est des opportunités de gala, c'est des opportunités même fédérales. J'ai envie de te dire, même quand tu commences ta carrière en amateur, championnat de France, ça peut se jouer un billet de train. C'est une connerie, hein, mais ça peut jouer un billet de train. En ce moment, là, il y a les championnats de France amateurs. Moi, je les suis beaucoup parce que j'ai pas mal de potes, de connaissances qui boxent. Il y a eu les championnats d'Île-de-France, enfin, de régions en tout cas. Et là, on est aux demi-finales maintenant, d'ailleurs, qui sont passées. Donc, on va avoir les finales la semaine prochaine. Et c'est des considérations toutes bêtes, mais c'est des considérations. Le mec, il a un boulot à côté. Est-ce qu'il peut faire cette date-là, etc. Et d'ailleurs, tu vas rater cette opportunité, donc tu pourras pas accéder à une autre. Et donc, tu as des combattants qui sont super forts, mais qui vont s'arrêter à ce niveau-là national parce que, malheureusement pour eux, ils peuvent pas se permettre de juste s'entraîner ou de répondre à cette opportunité-là. Donc, ce que tu dis, c'est plus que vrai, Alex. Ouais, c'est plus que vrai, ouais. Et qu'en fait, il y a sans doute des pépites cachées qu'on ne découvrira jamais parce qu'ils n'auront jamais l'opportunité de montrer vraiment ce qui va. Tu nous suis là-dessus, Bruno? Moi, j'ai une théorie, c'est que de 5 à 15, c'est plus dangereux que le top 5. Ah, ça, bien sûr. Parce que le top 5, il est visible, ok, donc ils se boxent entre eux. Mais de 5 à 15, le mec c'est très 15e qui a affronté encore personne. Il est en train de monter, c'est très dangereux. Et les combats du top 5 sont très différents. Ouais. La notion tactique, elle est beaucoup plus prégnante. Alors que quand tu es en train de monter, quand tu es dans le top, quand tu es dans 15 à 5 et que tu veux faire ta place, tu veux faire ton trou, tu dois tout montrer. Tu dois montrer que tu es là, tu dois montrer le show, tu dois montrer la puissance, tu dois montrer la capacité technique, etc. Donc il y a beaucoup plus de prise de risque qu'une fois que les mecs, c'est comme en MMA, on le dit tout le temps, les mecs ils arrivent dans le top 5, ils veulent protéger leur classement à tout prix. On parle de protéger son classement. Quand tu es plus bas, tu veux monter, tu veux grimper dans le classement. Il n'y a rien à protéger, tu grimpes. Donc là, tu prends tous les risques possibles et imaginables. Ce que appellent les Américains le meat grinder, c'est le mélangeur de viande, littéralement en fait. Quand tu es dans ces trucs-là, ok, vas-y alors. Et en boxe, c'est encore plus compliqué. Regarde aujourd'hui un Mbili, tout en haut, mais qui peut pas affronter le mec qui est au-dessus parce que c'est très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tous les mecs qui sont super forts, que tu es censé avoir dépassé, comme il faut que tu boxes, faut qu'on te les redonne. Christian, je sais pas, ça doit faire 2 ans qu'il est champion du monde. Sauf que là, il faut qu'il se prenne un Lele Saggio qui est pas facile. Dans un monde normal, dans un monde normal, et surtout dans un monde où c'est pas Canelo le champion de sa caté, ça fait 2 ans qu'il doit être champion du monde, Christian. Et qu'il doit avoir cette opportunité. Une défense de titre contre un Lele Saggio, tu te dis oui, normal. Mais un éliminatoire contre Lele Saggio, c'est autre chose. C'est bien qu'on ait cité le nom de Christian parce que t'as cassé un peu les plans aussi, puisque juste avant ton combat, ils avaient ordonné, la WBC a ordonné Munguia Mbili. C'est plus trop l'idée maintenant, et Christian a plutôt été, ces dernières semaines en tout cas, en côté de négociation avec Kevin Lele Saggio pour un gros combat franco-français. À quand la revanche avec Munguia? Tu nous avais dit après le combat que Munguia voulait la revanche, ton équipe te l'avait dit. Est-ce que les discussions ont continué? Est-ce qu'il y a déjà du concret qui se passe? Est-ce que tu veux combattre avant? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je veux combattre avant et je veux capitaliser sur cet événement-là pour être pertinent dans ma catégorie et demander un gros nom et me rapprocher du titre vers ma catégorie. Parce qu'on rappelle que c'était en super moyen ce combat contre Munguia et que toi t'es en moyen. Et la revanche, ils la voudront en super moyen. Munguia, ils la voudront en super moyen, mais tu sais, on avait mis, il y avait 1 kilo de tolérance.
Donc là, en fait, ça va être un jeu de négociation et tout ce qu'il m'a imposé, je vais lui réimposer. Tenter une sorte de catch-weight entre les deux avec une limite. Entre moyen et super moyen. Okay. Mais donc, toi, avant, capitaliser sur un combat en moyen. C'est ça. Là, vu qu'étant donné qu'il y a un petit peu de lumière, c'est vraiment profiter de lumière pour faire quelque chose de pertinent dans ma catégorie. Et pas redonner sur la revanche directe et puis après prendre le risque de repasser dans l'inconnu, enfin lui donner direct. Donc je capitalise et puis après lui il la voudra tout le temps quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr. Donc si t'as du concret là-dessus, il y a déjà des choses qui commencent à se faire pour un combat en moyen assez vite ou t'es pas encore à ce niveau-là? Là c'est la réflexion, c'est de se dire qui est pertinent. Parce qu'il est pertinent sportivement et financièrement, il faut cet équilibre-là. Et tu sais, le 22 février, il y a Adames contre Shiraz. Ouais. Donc il va y avoir un petit peu de mouvement. Donc on regarde avec beaucoup d'attention. Et il y a aussi Conor Ben contre Chris Eubank qui a été signé. Il vient d'être signé, ouais. Donc ça aussi, pareil, ça va être pas mal excitant. Mais dans ta réponse, ce qui est intéressant, c'est que je vois, tu regardes pas la fin du top 15. Tu regardes tout en haut là. Là, il faut en profiter, tu vois. Et tu penses qu'il y a moyen d'affronter, peut-être pas, tu vas peut-être pas te faire un championnat tout de suite, mais de prendre un mec du top 5-10, tu crois que c'est jouable? Moi, je pense encore que je représente, entre guillemets, une opportunité pour ces mecs-là qui se disent, ok, il a eu un coup heureux, donc vas-y, go. Donc allez, on va recapitaliser et profiter de ça. Hein. En vrai, sa situation, elle est belle, Baba. Parce que c'est vrai. Les mecs de top 5 peuvent se dire, allez, il a eu un coup de chance, on va le prendre. Ouais. Parce qu'il a un nom qui a de la hype en ce moment, il vient d'avoir un trophée The Ring et tout, et puis on va se faire se profiter de cette hype pour machin, et s'il les surprend, pareil, hop. Moi, je suis super content parce que ce que Bruno a dit, je trouve que c'est très intelligent. Pourquoi je trouve que c'est très intelligent? Parce que je pense exactement pareil. Mais et j'en ai parlé et c'est ce que je disais. J'ai dit alors attention, là j'exprime mon avis à moi personnel. En aucun cas, j'explique aux gens comment faire leur travail. Simplement, moi je trouve que c'est 1000 fois plus intéressant de pas lui donner sa revanche tout de suite. De capitaliser d'abord. T'es parti de prendre la tête, aller faire un exploit de ouf au bout du monde. C'est pas pour tout de suite le rendre en fait, et que ce soit un feu de paille. Je te dis pas que tu vas perdre la revanche, je dis simplement qu'il y a une possibilité. C'est une prise de risque, quoi. Si ça se passe comme ça, t'as gagné, t'as perdu, bon bah merci, au revoir, salut, on n'en parle plus. Alors que là, t'es un nom, t'es chez toi, tu peux faire ça chez toi ou proche de chez toi en plus, contre un nom intéressant local, parce qu'il y a des Européens qui sont très bons dans cette catégorie. Et donc pour moi c'est super intéressant de le faire, comme tu l'as dit, la revanche il la voudra toujours, et en plus il y a ce facteur c'est obligatoire que on va faire une cote mal taillée, il y a au moins 50% des mecs qui se disent putain Lucky Punch, moi je le prends lui, maintenant qu'il a un nom et qu'il a un trophée attaché à son nom et qu'il était là, moi je le prends comme ça, je le descends, et moi en plus j'aurais descendu un nom qui est devenu qui a une hype en 2024-2025, donc c'est une super bonne situation, et puis c'est trop bien. Et je trouve que c'est trop bien ton choix de dire je reste en moyen, parce que beaucoup auraient pu dire après l'exploit que j'ai fait, je passe en super moyen, il y a tous les grands noms là, il y a des noms français, il y a des noms internationaux, il y a moins de noms en moyen, mais en fait la KT elle est vachement plus ouverte. T'as sans doute plus de possibilités d'aller vite haut chez les moyens que chez les super moyens. Chez les moyens, là, t'as ce combat-là en février entre Adames et Shiraz, t'as Janibek qui a 2 ceintures, et t'as Iris Langilara qui a 41 ans, qui attend son money fight, tu vois, et qui a une ceinture. Donc il y aura plus de mouvements qu'en super moyen. Super moyen, comme t'as dit, Christian, ça fait 2 ans qu'il galère, on attend, c'est paralysé, tu vois. Moi, moyen, c'est ma catégorie, c'est là où je suis pertinent, donc c'est là où j'irai. Et ce combat avant la revanche, t'aimerais en France? On sait que c'est compliqué l'économie de la boxe en France. C'est compliqué. T'es prêt à aller à l'étranger pour prendre un nom? Ouais, je suis prêt à l'étranger. En fait, pour moi, sortir, c'était si ça en valait la peine. Tu vois, je vais pas sortir pour faire un combat anonyme, tu vois. Si je sors, c'est qu'il y a un gros nom, il y a une grosse échéance, tu vois. Donc, je suis prêt à ressortir. Moi, ça me fait pas peur de. Enfin, on fait du sport, tu vois. Gagner, perdre, ça fait partie du jeu, donc pas peur de sortir si le nom en vaut la peine. Mais c'est vrai que t'es même dans une situation spéciale parce qu'il est 6e BoxRec, donc le site de référence des datas de la boxe. T'es numéro 6 mondial du classement BoxRec. BoxRec, ta victoire, elle les a totalement fait bugger. Ils t'ont d'abord classé en super moyen, ils ont amélioré ton classement en super moyen, puis ils sont redescendus en moyen. L'algorithme, tu l'as totalement fait bugger en battant mon Goya, je te le dis tout de suite. Et par contre, j'ai vérifié, t'es classé dans aucun des top 15 des 4 fédérations. Non. Ils m'ont classé en super moyen, je suis 7ème. C'est ça, mais en moyen, t'es 6ème BoxRec, mais pas classé. Donc ta situation, elle est pas facile. Parce qu'à la fois, t'es un nom aujourd'hui dans cette KT, mais t'as pas encore les classements dans les orgas pour réclamer, tu vois, par exemple, ces places de mandatory ou des choses, le chemin qu'a pris un Christian Mbili, par exemple. C'est difficile par rapport à ça? Tu sens que, tu vois, il va bien falloir choisir l'adversaire ou le truc. Là, en échangeant là-bas, tu comprends que c'est pas mal politique, tu vois, il faut quelqu'un qui te représente dans ces fédérations-là pour te placer, tu vois. Donc
Donc c'est beaucoup d'extra sportifs et c'est les décisions qui vont venir après ça, avec qui je vais m'affilier, qui pourra me représenter sur toutes ces Tu penses, par exemple, signer avec un promoteur, je sais pas si c'était exactement la question que j'avais posée, parce que si on faisait Bruno Suras le film, là, tu sais, on est au milieu du film. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait l'exploit et tout, et on s'imagine que t'as un mec joué par je sais pas quel acteur un peu bizarre, qui viendrait te voir dans les vestiaires pour te dire écoute, tiens, voilà, il y a un contrat pour toi, là, je vais te faire gagner des millions. Est-ce que tu l'as eu, cette discussion-là, ou cette en fait, la situation, c'est que tout le monde veut capitaliser sur la revanche. Ouais. Donc on vient me voir et je sais on veut cash out sur la revanche. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui n'a pas fait d'investissement et qui veut cash out sur la revanche. Donc c'est assez particulier. Le truc, c'est que tu as besoin d'un promoteur pour te construire et aller vers le top 5. J'y suis déjà. Donc est-ce que j'ai besoin d'une promotion qui va juste cash out puis me verrouiller? Tu vois, c'est une réflexion et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cet écosystème-là. Se dire, ok, est-ce que je vais m'enfermer quelque part? Toi, tu t'attendrais plus à un projet avec quelqu'un qui a un vrai projet pour toi, au-delà de cette revanche-là, quoi. Ouais, quelqu'un qui a un vrai projet et quelqu'un qui a pas d'intérêt à me verrouiller ou à me faire boxer avec les boxeurs de sa promotion, tu vois, parce qu'il y a aussi ça. Quelqu'un qui veut cash out, puis me faire... Donc t'as pas encore de proposition qui te satisfasse? T'as pas un truc qui t'a fait dire, là j'y vais? Ouais. Pas pour l'instant, non. J'ai discuté avec tous les gros acteurs de la boxe et en discutant, en posant des questions, tu comprends que ils veulent cash out et faire. C'est un one shot pour eux, quoi. Ouais. C'est un one shot sans investissement. C'est la boxe, Baba, on les connaît. Non, mais c'est la boxe, mais c'est bien. Mais t'as raison, t'as été gentil parce que là c'est le milieu de film, c'est le mec véreux qui arrive avec la mallette et qui dit Bruno, viens là. C'est clairement ça, mais encore une fois, il y a beaucoup d'intelligence dans les propos de Bruno et ce serait très 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 facile de se dire ouais, écoute, j'ai déjà un certain nombre de combats, j'ai un certain âge, on me propose des sommes là, je le fais et puis c'est tout. Et la vérité, c'est que si une personne ferait ce choix-là, j'en voudrais même pas. On peut pas lui reprocher. Dans le prize fighting, tu vois ce que je veux dire, on voudrait pas. Maintenant, toi, tu as un vrai projet de carrière derrière, tu as compris que tu peux capitaliser sur le moyen terme, en tout cas, voire sur le long terme. Moi, c'est ce que je suis content, parce que c'est ce que je voulais entendre et c'est ce que j'ai vu tout de suite, moi, après la victoire. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire de super bien. Maintenant, il faudra voir ce qui se présente, parce que c'est aussi ça. C'est la boxe, un monde d'opportunités, et puis il faut regarder, quoi. 3 questions rapides pour finir, Bruno. Tes objectifs, ton objectif principal pour la suite de ta carrière, est-ce que cette victoire t'a fait viser plus haut, tu vois? Et qu'aujourd'hui, dans ta tête, c'est maintenant, je vais être champion du monde. Parce que c'est ce que je veux. Je suis étape par étape et le fait de battre le numéro 2 mondial, tu réalises qu'en fait, t'es pas si loin, tu peux. Donc, forcément, c'est dans un coin de ma tête de me dire, ok, je veux faire un championnat du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire je serai champion du monde. En tout cas, je veux disputer un championnat du monde. Et... Il faut viser grand, hein. C'est l'important. T'as un combat de rêve? Un nom qui te fait rêver? Je sais que chez Moscato, tu as répondu Canelo, mais parce qu'on t'avait interrogé sur Canelo. Donc là, je te laisse le truc plus ouvert. Le combat de rêve, ce serait quoi? Ce serait de boxer pour un titre mondial chez soi au Vélodrome. Après, le nom, pour le coup, ça m'importe peu. Déjà, le rêve est beau. Le rêve est beau, Vélodrome. C'est pas gagné parce qu'on a parlé, les codis de la boxe en France, c'est chaud. Si jamais t'arrives à faire ça, on sera dans les tribunes, je pense, avec Baba pour soutenir tout ça. C'est pas des trucs qu'il faut manquer, ça. Dans notre première interview avant combat, retrouvée sur YouTube, tu nous expliquais aussi comment t'avais commencé la boxe, aussi avec papa et tout ça. Enfin, voilà ton histoire. Est-ce que t'as des modèles? Est-ce que t'as un boxeur préféré? Est-ce que t'as des gens qui t'inspirent particulièrement? Ça peut être moderne, ça peut être. Si tu veux, j'ai commencé à regarder les grands galas de boxe avec le retour de Mayweather, tu vois. Mayweather contre Maidana, etc. Tu vois, j'ai les gros galas de boxe très très gros. Du coup, je me levais et puis après, j'ai regardé tout le monde parce que je suis passionné de ça et je regardais vraiment le style de chacun. Donc, je me suis construit de tous les boxeurs que j'ai regardés. Il n'y en avait pas un qui sortait du lot, mais moderne comme plus vieux, j'ai regardé tout le monde. Et là encore aujourd'hui, je regarde tout le monde. C'est marrant qu'il ait Floyd comme modèle. C'est un boxeur défensif. Sa spécialité, c'est la défense. Tu me l'avais dit, et c'est vrai que ça se voit. Donc, les chiens font pas des chats. Quand on a aimé Floyd, défense, timing, voilà, c'est ce qu'on voit dans le style et c'est normal. T'étudies ce que t'aimes et puis après t'essaies de reproduire. Donc, et des gens comme Tyson, Mike Tyson, ça te parle? Par exemple, quand tu l'as vu faire son retour là, c'est quelque chose que tu regardes ou t'es... C'est des gars qui ont un truc en plus, tu vois. Donc c'est compliqué de s'identifier à ces mecs-là, tu vois, parce qu'ils ont ce génie qui les rend en particulier, tu vois. Donc je les regarde, je les admire, mais j'arrive pas à m'identifier. Et c'est clair que c'est un nom qui a marqué l'histoire de la boxe, donc de le revoir. T'étais devant le combat avec Jake Paul? Tu faisais partie des 100 millions de personnes? Chier. Je sais, mais bon, il y a un moment, on est attiré. Comme je disais tout à l'heure, le miel avec les abeilles, ils sont malins. Et juste,
T'as un rapport avec l'art, parce que je sais, là, t'es à Paris, si t'es à Paris avec nous en studio, c'est que mercredi soir, là, on enregistre lundi, tu vas faire un happening avec une artiste qui va faire développer des danseurs autour de toi pendant que tu feras du shadowboxing. Je sais que Souleymane Sissoko l'avait fait aussi avec des danseurs il y a quelques années. Tu peux nous dire juste un mot là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà, c'est parce que tu as une proposition là-dessus, c'est quelque chose que t'aimes, l'art, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Est-ce que juste un mot rapide là-dessus? En fait, c'est un univers auquel j'étais totalement étranger. En fait, on a eu une conversation entre deux passionnés. Moi, je suis passionné de mon sport, elle de sa discipline. Et il y a des points de connivence. Il y a l'amour du beau geste, l'exécution, etc. Et donc, de fil en aiguille, on comprend qu'il y a des ponts à faire. Et elle me propose de faire ça. Et le fait de se remettre un petit peu dans le rouge, de faire quelque chose que je ne maîtrise pas devant un public, etc. Je retrouve aussi ce frisson-là. Et tout ce entraînement à répétition pour produire quelque chose à la fin, c'est quelque chose qui me parle et qui m'excite. Donc là, c'est la 3e fois que je fais ça et ça me plaît vraiment. Donc c'est des choses que tu faisais avant Mongolia? Ouais, c'est ça. J'ai commencé l'année dernière. Là, tu auras peut-être un peu plus de public, je sais pas. Il y aura peut-être une petite curiosité par certains qui vont vouloir aller voir ça. Une dernière question, Baba, ou pas? Ou on finit? Non, pour moi, c'était que j'ai entendu tout ce que je voulais entendre. En tout cas, je le répète, c'est un plaisir. On tenait, tu le sais, je te l'ai dit dès le début. De toute façon, que tu aurais gagné ou pas, on voulait te recevoir pour raconter cette histoire. Cool. Mais là, c'était cerise sur le gâteau. Le fait que tu aies gagné en plus, c'était royal de pouvoir te recevoir là-dessus. Point programme, juste rapidement, puisque ce vendredi, pour les amoureux de boxe, on aura un des meilleurs boxeurs de la planète. Et, je ne vous le dis pas ça par hasard. Naoya Inoue qui sera à l'antenne d'RMC Sport. C'est vendredi matin, 24 janvier, à la Reiki Arena de Tokyo. Je vais pas vous vendre que c'est un combat qui m'excite beaucoup. Il est contre le Coréen Ye Yong Kim qui remplace Sam Goodman qui a été forfait 2 fois. Déjà Sam Goodman ça m'excitait pas trop, alors Ye Yong Kim ça m'excite vraiment pas. Mais voir un artiste comme Inoue dans le ring, Baba, c'est toujours un plaisir, donc faut pas louper ça de toute façon. Et quelque chose me dit que là il va... il va y avoir un côté destruction, je pense, en plus, parce que il faut compenser ça en faisant le spectacle. Donc il devrait être là. Et en co-main event, il y a Jin Sasaki, le grand prospect des welter, qui tente de devenir le premier japonais champion du monde chez les welter. Super talent. Donc n'hésitez pas quand même, c'est une belle soirée où il y aura beaucoup de beaux combats. On s'ennuie jamais avec la boxe au Japon. Donc vendredi matin sur RMC Sport, Naoya Inoue contre Ye Yong Kim. Merci beaucoup Bruno pour ta présence ici, c'était un plaisir et on te suivra fort pour le suite de ta carrière. On espère qu'on pourra faire d'autres émissions avec toi pour raconter d'autres grands combats, la revanche, mais aussi bien d'autres dans ta catégorie comme ailleurs. Merci mon Baba, on se retrouve très vite pour d'autres aventures dans le RMC Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. À très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut et merci Bruno, salut et merci Baba. Ciao. RMC Fighters Club.